Salut à tous, c'est le retour du 13h30 à une heure ordinaire, à savoir 13h30, toujours mercredi. Mais aujourd'hui, je suis avec une personne tout à fait nouvelle dans le 13h30, à savoir Stéphane Lepers, qui est tranquille sur son canapé et il a son petit apéritif. Comment vas-tu, Stéphane? Très bien, toi-même. Ça va plutôt pas mal. On va parler de Scrum. Attention, Stéphane Lepers, il est certifié PSME, le truc de fou. Il va nous apprendre plein de choses sur ce Scrum, le cadre de travail, car oui, vous apprendrez certainement que ce n'est pas une méthode, mais un framework. N'est-ce pas, Stéphane? Exactement, c'est un framework qui est léger, pas très contraignant et surtout il est assez ouvert. Et ça, c'est cool. Bah écoute, on peut démarrer quand tu le sens. On va démarrer la première slide. Merci à Donc, toi. je vais voilà, détailler l'équipe Scrum. L'équipe Scrum, c'est l'équipe qui réalise un produit. Sa responsabilité, c'est de créer des incréments de grande valeur pour les métiers. Mhm. Dans cette équipe, il n'y a pas vraiment de lien hiérarchique, chacun est au même niveau. L'équipe, elle est constituée du product owner qui va centraliser un petit peu les besoins, qui va faire l'interface avec les utilisateurs, recenser tout ce qu'il va falloir faire pour obtenir un produit qui rend un grand service aux utilisateurs. Mhm. Le Scrum Master, lui, il est garant de l'application correcte du framework Scrum. Donc, il est un petit peu entre le product owner et l'équipe de développement. Alors, l'équipe de développement, c'est pas une personne. Il y a même plusieurs rôles. Même si tous ils participent à la réalisation du logiciel, il y a les développeurs, les QA, les business analysts, les architectes. On en reparlera plus tard. Mhm. Pas mal de monde. Voilà, donc là, ce que j'ai pas forcément, très représenté dans l'image, c'est que, bien entendu, sur un projet, il y a bien plus de parties prenantes, que toutes ces personnes, que Oui, je bien viens de sûr. vous citer. Mais là, Il y a on est focus sur la Scrum Team, ce qui est dans le petit rectangle bleu clair. Et on a Juanito VHN qui nous dit bonjour sur le chat. Salut à toi. Voilà, donc parmi, ces intervenants, il peut y avoir des gens qui pourraient venir, perturber l'autonomie, de la Scrum Team et là, il va falloir que l'équipe tout entière, fasse attention à quelle est leur influence. Ok. Voilà. Donc là, je vais vous présenter les 3 piliers, les 5 valeurs qui sont indispensables. Alors là, c'est pas, on n'est pas ouvert là-dessus. Pas d'agilité là. Là, on n'est pas souple. Là-dessus, on n'est pas souple, on va être intraitable. Donc, les piliers, il y a la transparence, l'inspection. Sans cesse, on observe ce qui est fait, comment ça a été fait, comment ça réagit, quel résultat ça a donné. Mhm. Et l'adaptation qui permet d'être plus efficace dans notre travail, que ce soit au niveau de la technique ou au niveau de l'adéquation du produit avec les besoins. Et puis aussi les délais de livraison, pourquoi pas. Et pour tout ça, donc il y a besoin de 5 qualités. Donc, désolé pour l'anglais, je vais vous le traduire. Ah, Le merci. courage, voilà. Le courage, il faut pas se voiler la face. S'il y a des problèmes, il faut les régler rapidement et il faut les remonter pour qu'on en discute tous ensemble. Le focus, il faut pas s'éparpiller. Il faut qu'on sache exactement à chaque instant quel est le but. Pardon, quel est le but du logiciel et quel est le but du sprint en cours. Le commitment. C'est quoi la traduction en français? L'engagement. Exactement. J'allais te le On dire. veut des personnes qui sont engagées et qui veulent aboutir au résultat. Ouais, c'est mieux. Le respect, parce que, ben, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément de lien hiérarchique ou de gens qui sont au-dessus. Donc, il faut prendre en compte tous les besoins de tout le monde et puis qu'on se comprenne et qu'on trouve des solutions ensemble. Et l'ouverture. L'ouverture, c'est ben, déjà écouter les autres,
regarder quelles sont les différentes solutions, pas botter en touche en rigolant que quelque chose est ridicule. Peut-être que ça peut fonctionner. Mhm. Pardon. Je passe à la slide d'après. Donc la slide d'après, il y a une grande boucle qui s'appelle le sprint. Le Ah, sprint, c'est le grand container qui contient à peu près tout, pardon, tout le framework et ses événements à l'intérieur d'un incrément. Il y a... Pardon, je suis en train de mourir. vas-y, décède. Je peux la faire, ça, là. Vas-y. Donc, le sprint, ça va être vraiment l'événement, on va dire, par an, le container de tous les autres événements du Scrum. Et on voit ici que on va avoir un sprint planning qui va démarrer le sprint, durant lequel on va établir un sprint backlog en partant du product backlog. Tu me dis dès que tu as retrouvé des esprits. Et on va avoir des événements récurrents que sont les daily scrum pour amener jusqu'à l'incrément qui a été évoqué tout à l'heure. Et en fin de sprint, une sprint review et une sprint rétrospective. Et on partira directement sur le sprint suivant. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'espace entre les sprints. On va démarrer sur le prochain sprint planning. Vas-y, je redonne la main. Ça va mieux? Merde. Ça va pas mieux. Si ma voix, j'espère il faut qu'elle revienne. Vas-y. Voilà. Il y a un événement qui n'a pas été représenté là-dedans. C'est un non-événement parce qu'il a lieu tout le long du sprint. C'est le sprint refinement. C'est lui qui permet de regarder les éléments du backlog et de les, de les détailler et de les chiffrer. Mhm. Donc celui-là, très très important parce que si on veut tenir nos engagements et délivrer de la valeur et avoir la qualité qu'il faut à la fin du sprint, il vaut mieux que cette partie-là soit bien travaillée. Voilà pour les événements, je vais passer rapidement là-dessus parce que je pense que beaucoup de gens connaissent Mhm. cet aspect-là. Il y a d'autres aspects plus intéressants. Les artefacts et les engagements. Alors, les artefacts, permettent d'assurer la transparence. Le product backlog, c'est une liste ordonnée de tâches nécessaires pour réaliser le produit. Mhm. Donc celui-là, la responsabilité, c'est le product owner, c'est lui qui a le dernier mot dessus et même s'il est à l'écoute des différentes parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur de l'équipe avec les métiers, c'est lui le responsable. Et l'engagement, c'est le but du produit. Le but du produit, c'est quelque chose que le product owner doit trouver pour avoir le maximum de valeur. Le sprint backlog, donc c'est la liste des tâches qui sont nécessaires pour réaliser un sprint et un incrément de qualité. Là, le sprint backlog, c'est la responsabilité de l'équipe de développement. C'est eux qui décident qu'est-ce qu'on fait rentrer dedans. Donc, toujours en bonne intelligence avec le product owner, par exemple. Mais c'est sa responsabilité. Et avec le sprint backlog vient le sprint goal. Donc, c'est le but du sprint. Très, très important, le sprint goal, de bien le définir. C'est ce qui nous permettra de dire si on a réalisé ou pas un incrément, un incrément. Et l'incrément, donc l'incrément, c'est un bout de fonctionnalité qu'on peut passer en production et qu'on va réaliser pendant un sprint. Et cet incrément-là, il doit être conforme à la definition of done. Definition of done, c'est qu'est-ce qui nous permet de dire que l'incrément, il est terminé avec la qualité requise. Donc, la definition of done, il y a souvent au niveau de l'entreprise, des normes qui permettent de dire si on a fait un travail de qualité ou pas. Mhm. S'il n'y en a pas, ben, c'est l'équipe tous ensemble qui vont définir ce definition of done. C'est important de le définir correctement, ni trop ni trop peu. Souvent, une cause d'échec, c'est de vouloir en faire de trop. Mhm. Donc, il faut être raisonnable là-dessus. Donc, bien entendu, le product goal, le sprint goal et le definition of done peuvent changer.
au cours du temps. Chaque responsable d'engagement peut faire évoluer et on partage cette vision tous ensemble, on en discute et tout le monde doit être d'accord là-dessus. Je vais passer à la slide d'après. Elle m'a Donc la plu, celle-là Scrum, était marrante. ouais, la Scrum Team, c'est une petite équipe autogérée. Mais bon, donc ils décident à peu près de tout, sauf que c'est quand même pas eux qui vont gérer les ressources humaines. Sauf que, ben, de temps en temps, l'équipe, peut trouver que c'est sympa de s'appuyer sur, un manager parce que, c'est quand même son métier et que ça peut être sympa. Mais ils vont pas non plus passer outre les normes de l'entreprise, hein. Donc, il y a quand même des limites, à cette, autogestion. Ils peuvent pas redéfinir alors ça, c'est on va pas être souple non plus là-dessus. Ils peuvent pas redéfinir le framework Scrum, en prenant ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Il y a des choses qui sont obligatoires et tout le reste, c'est eux qui s'organisent. Il y a probablement, il leur sera interdit de courir avec des ciseaux également. On peut Hmm. pas tout non plus, décider. Voilà pour, la petite équipe autogérée. Donc petite équipe, c'est entre, 3 et 10 personnes, on va dire, parce qu'au-delà de 10 personnes, il y a trop d'interactions, ça va devenir complexe et en dessous de 3 personnes, on en reparlera plus tard, mais c'est peut-être pas la peine de faire du Scrum. Hmm. L'empirisme, alors l'empirisme, c'est, au cœur, du framework, il y a l'empirisme. L'empirisme, c'est ce qui va nous permettre de contrôler un peu, le processus, de développement du logiciel. On va, grâce à la transparence, on sait où on en est, on sait où est-ce qu'on veut aller. Ça va nous permettre, d'observer si on est sur la bonne piste ou s'il faut faire des changements. Dans les différents événements Scrum, on va en discuter et ça va nous permettre, de s'adapter. J'aime bien la phrase «Try often, fail fast». C'est vraiment, quelque chose qu'il faut s'atteler à respecter. On essaye plein de trucs. Si ça fonctionne pas, tant pis. Si ça fonctionne, tant mieux, on garde et puis, comme ça, on s'enrichit au fil du temps. À tous les niveaux. Ça peut être aussi au niveau de l'adhésion de l'équipe Scrum, au framework. Même s'il y a des gens qui trouvent que c'est mal implémenté ou il y a des rigidités, on en parle. Mhm. Voilà. Du coup, je vais vous parler de qu'est-ce qui est Scrum, qu'est-ce qui est pas Scrum? Ah, classe ou pas classe? Pour ceux qui Exactement. connaissent. Donc Scrum, c'est adapté pour des projets de taille moyenne ou de grande taille. Si c'est des projets de grande taille, on est quand même limité à 10 personnes, je vous rappelle dans l'équipe Scrum, donc on va en mettre plusieurs sur le même produit, c'est possible. On peut même en mettre, beaucoup. Dans ce cas-là, il y a une surcouche à Scrum qui permet de le faire parce qu'il y a des choses qu'il va falloir faire en plus, synchroniser les équipes. Mhm. Voilà. Par contre, bon, Scrum est adapté à vraiment pas mal de besoins, de développement, mais pas à tout non plus. Les projets avec des très, très fortes, contraintes réglementaires, de la documentation dans tous les sens, des process qui sont très, très forts. Les entreprises, qui ne laissent pas suffisamment, d'autonomie et dans ce cas-là, Scrum, est pas adapté. Certains projets de R&D, quand l'incertitude est vraiment, tous les jours, on a des surprises et on change de but, parce que, Hmm. on est dans un environnement trop complexe. On va pas pouvoir utiliser Scrum. Il y a d'autres méthodologies, qui sont faites pour, mais, comme le Lean Startup, mais, Scrum va pas être très efficace. Des projets entre guillemets où le backlog est trop disparate, donc on va pas pouvoir, avoir une vision produit, on s'est fait un peu de briques et de broc, donc dans ce cas-là, ben, vaut mieux pas utiliser Scrum. Je pense que Kanban, ça peut être pas mal. Les petits projets,
des petits projets qui sont pas assez longs, bah, on va pas bénéficier de l'adaptation de l'équipe pour créer de la valeur parce qu'il y aura pas assez d'incréments. On va pas s'améliorer. Donc, dans ce cas-là, bah, pas la peine non plus d'employer Scrum. Bon, dans ce cas-là, en général, on fait de l'agile. On dit on fait de l'agile, on fait pas le Scrum, Mhm. il y a quand même un cadre et voilà. Et je vais terminer sur bah, la boîte à outils. Scrum s'accommode d'outils complémentaires parce que c'est un framework qui est assez léger. Comme on a pu le voir, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mandatory. Mhm. Par contre, si on s'en tient à ce que je vous ai décrit là, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner, notamment au niveau de comment? Au niveau de l'équipe de développement, il va peut-être falloir utiliser des pipelines CI/CD pour faciliter les déploiements, pour avoir une vision rapide de ce que va donner le déploiement. Ça c'est assez obligatoire. Les événements Scrum sont pas forcément en nombre suffisant pour être réaliste. J'ai cité juste pour exemple, ben, il y a des réunions d'architecture qui sont pas prévues dans le framework Scrum, mais l'architecture. D'ailleurs, l'architecture, c'est un sujet dont on parle pas trop dans le guide. Bien entendu, sur tous les projets de taille moyenne à grande, il y a de l'architecture, donc on se fait des réunions et il n'y a pas un architecte. Tout le monde fait des propositions, ou alors s'il y a un architecte, en fait, c'est que l'équipe l'a décidé. On peut Mhm. décider que bah, il est bien celui-là, il a toujours des bonnes idées, et puis on reste ouvert aussi à la discussion avec les autres parce que ça peut enrichir l'architecte. Et pas forcément omniscient et peut pas remplacer tout le monde dans l'équipe. On a, on a, On peut. on a une question sur le chat. Mhm. Alors, je pense que c'est LD ou ID, je ne sais pas. 94 74 qui nous dit bonjour et quand est-ce qu'on peut ou qu'on doit utiliser Scrum, ce qui revient un petit peu à ce que tu étais en train d'évoquer tout à l'heure. Quels sont les projets qui sont OK pour du Scrum, les équipes qui sont OK pour du Scrum, les clients qui sont OK pour du Scrum et qui ne l'est pas. C'est un peu ce que tu disais précédemment. Bah, les projets, c'est des projets de taille moyenne à grande, avec qui correspondent à un produit plus à un petit programme one shot qu'on va faire dans son coin et qui va pas évoluer. Suffisamment complexe pour qu'on rencontre des aléas au cours de la réalisation et qu'il faille qu'on s'adapte. Voilà, donc c'est quand même une grosse partie des projets, quoi. Oui. Et tu vas avoir, si tu dois travailler avec comment on va dire, avec un client, d'accord, pour mettre en œuvre ce projet-là, il faut que le client il soit mûr aussi pour accueillir du Scrum. Ça veut Alors, dire que, oui, vas-y. non, il y a le degré de maturité du client. Alors, si le client, enfin, est complètement hermétique, ça va être difficile. Il y a différents degrés d'adoption au niveau de la direction de la méthodologie Scrum. En 2023, ils en ont tous entendu parler. Je pense qu'il y a quand même encore des gens qui n'ont pas exactement bien compris et qui veulent l'utiliser mal. S'ils veulent l'utiliser mal, autant ne pas l'utiliser, effectivement. Il ne s'agit pas juste de se donner une façade, il y a des choses qui sont mandatory. On choisit pas dans la boîte à outils du framework ce qu'on veut faire et ce qu'on veut pas faire. Donc effectivement, il y a une sensibilité du client à prendre en compte, qu'on peut faire évoluer. Voilà. Après, il y a un vrai choix au départ, au démarrage du projet, de le faire en Scrum ou pas, par rapport à la maturité du client, Hmm. effectivement. Et tu vas avoir aussi un niveau de confiance entre le client et toi, d'accord? Parce que si tu fais du Scrum, c'est donc au détriment d'autres choses, et cette autre chose, la plupart du temps, c'est du cycle en V. Le cycle en V, on va avoir au tout début une expression du besoin qui va être assez détaillée sur le besoin actuel, d'accord? Ensuite, on va passer à la réalisation qui peut être longue, voire très longue, avec un effet tunnel, souvent.
Mm. Et à la fin, tu vas donner quelque chose. Alors, on va reprendre les termes. L'incrément final, qui sera unique de fait, puisque voilà, tu livres ça, sur lequel tu t'es engagé au tout début, va répondre aux besoins il y a 6 mois, 1 an. Par contre, tu vas perdre cette capacité K-Scrum de répondre aux besoins immédiats. Donc, au fur et à mesure, tu adaptes au fur et à mesure des sprints, tu vas adapter et travailler sur le besoin qui est exprimé en début de sprint, pas celui qui a été estimé en début de projet. Donc tu perds ça. Et ce qui veut dire que du coup, tu ne t'engages pas sur des spécifications claires qui été données au début, mais tu t'engages à mettre à disposition une équipe qui va avoir comme pivot la qualité. D'accord ? De toute façon, tu vas tout mettre en œuvre pour faire le mieux, mais tu peux pas dire à la fin de X sprint, voilà ce qu'on va avoir, parce que le fait même d'utiliser Scrum, tu vas être adaptatif et agile, et tu sais pas ce que tu vas faire pendant le sprint 2, le sprint 3, le sprint 12. C'est ça, et ça, effectivement, c'est très intéressant ce que tu soulèves là, parce que ce qui rassure pas mal d'entreprises, c'est d'avoir quelque chose de défini et bien décrit qu'on va livrer pour une date T. Et ça, en Scrum, tu ne l'obtiendras pas. On a un engagement sur un incrément. Par contre, un incrément, on sait exactement ce qu'on va réaliser et quand est-ce qu'il va être réalisé, et on sait qu'on aura la qualité maximale. Mais au fil on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans l'incrément suivant. Et ça peut être anxiogène pour le client, mais c'est contrebalancé par le fait qu'il est assuré qu'on aura qu'on sera concentré sur ce qui donne le plus de valeur au logiciel au fil des incréments. Donc ça, c'est quand même un gros argument qui devrait les rassurer, mais effectivement, il y a un moment où il faut qu'ils lâchent la vision de je veux tel truc pour telle date. Ça, c'est pas Scrum du tout. Ouais, d'accord. Et donc, relation Voilà. de confiance Alors et après, aussi disponibilité du client, parce que le product owner de fait, ça va être de son côté. Et ce product owner fait partie de l'équipe, donc il doit être disponible. C'est pas, tiens, je viens tous les 6 mois pour jeter un œil. Donc ça aussi, il faut que le client soit OK pour ça. voilà, il y a ça, il y a aussi, il faut aussi que les métiers soient un petit peu sensibilisés aussi, parce que souvent ils ont tendance à taper du poing sur la table et à vouloir tel truc pour telle date. Et ça, c'est pas Scrum, c'est l'équipe qui le décide. Donc il y a vraiment une relation de confiance entre les différents acteurs. Et là, je parle des acteurs qui sont externes à l'équipe Scrum. En leur donnant l'assurance qu'ils auront le meilleur service rendu dans le temps minimum, mais qu'on ne peut pas leur assurer que tel truc sera fait pour telle date. On ne sait pas. Au niveau contractuel, il y a quelque chose aussi qui peut changer la donne, c'est de faire différents contrats pour chaque itération. Voilà, je m'engage sur la première itération, on va vous livrer ça. Sur la deuxième itération, on va vous livrer ça. Ça peut être un moyen aussi de sécuriser ceux qui veulent toujours maîtriser tous les aspects, un peu comme dans un cycle en V. Mais effectivement, quand on a fait le contrat pour l'incrément 1, on ne sait pas ce qu'on fera pour l'incrément 2. C'est tout l'intérêt. Et par contre, en échange, on a de la souplesse, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément capable on va pas forcément réaliser tout ce qui était prévu et qui était pas forcément très utile aux utilisateurs. Donc au final, si on élague et qu'on se concentre sur l'essentiel, le client peut décider d'arrêter au bout de 4-5 itérations en disant: «Bah, voilà, les gens, ils sont très contents» et puis c'était peut-être pas la peine de rajouter toutes les fioritures qu'on aurait pu prévoir dans un cycle en V. Puis effectivement, le backlog il va être priorisé par le product owner et repriorisé tout le long de la réalisation. C'est ça qui est intéressant. On extrait une partie du product backlog pour démarrer un sprint, ce qui devient le sprint backlog, d'accord ? Et ensuite, pour démarrer le deuxième sprint, on va avoir un autre extrait du product backlog qui potentiellement a déjà évolué, c'est-à-dire qu'on a enlevé des choses, on en a rajouté, on a changé leur priorité. Parce que, pour X raisons, tiens, cette fonctionnalité qu'on croyait très intéressante, aujourd'hui, elle ne l'est plus, parce que pour d'autres raisons qui sont externes, ou alors parce que on a vu l'incrément qui a été livré dans le sprint 1, et ça nous a donné d'autres idées. Ça nous a dit, tiens, ça finalement, on s'en fout, on n'a pas besoin. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est aussi d'avoir ces incréments à la fin de chacun des sprints qui peuvent aller jusqu'en production,
et qui témoigne de l'avancement et qui montre le produit en cours de réalisation et donne de nouvelles idées aux product owners, aux parties prenantes. Voilà. Donc du coup, en gestion de projet classique, on a le triangle coût, délai, qualité. Donc, truc classique. Et en Scrum, on va avoir valeur, qualité, objectif du produit. Ça rend pas du tout les mêmes indicateurs. Et alors, il y a un autre truc aussi qui est mal compris avec Scrum, c'est les indicateurs, parce que bon, on va quand même toujours avoir des gens qui sont au-dessus et qui vont vouloir avoir des indicateurs. C'est pas parce qu'on est autogéré, c'est pas parce qu'on fait des choix qu'on est dispensé d'avoir des indicateurs. C'est juste que ce ne sont pas les mêmes. Les indicateurs, ils sont relatifs à la valeur, la qualité et l'objectif du produit. Et c'est va être à l'équipe de développement de vérifier si les indicateurs sont bons par rapport en cours de sprint par rapport à ce qui était prévu initialement. Et ça, c'est un peu mal compris, mais il y a pas de rôle précis pour ça. Normalement, ça devrait être fait de manière collégiale, mais si toute l'équipe est d'accord qu'il y a quelqu'un dans l'équipe de développement qui est plus à même de le faire, on peut décider que ça soit délégué à une personne. Mais c'est pas parce qu'on fait du Scrum qu'on ne sait pas où est-ce qu'on en est, combien on a grillé et combien il reste, parce que ça, c'est un discours qui est jamais entendable. Voilà. Après, c'est pas les mêmes indicateurs que sur un cycle en V classique. Voilà. Et donc, ça aussi, hein, les indicateurs du projet sont pas du tout définis dans le framework, mais il est vivement recommandé de se faire un set d'indicateurs. Il y a le board-down chart, le fameux, qui permet de voir les contentieux, hein, Ça va mieux. les fluidités, voilà, comment ça avance dans le sprint. Ça donne quand même une bonne image. La vélocité de l'équipe, mais alors pas pour aller pointer du doigt, mais juste pour vérifier si les décisions qu'on a prises en sprint rétrospective et qu'on a dit qu'on allait être vigilant sur tel ou tel point, si ça a fonctionné ou pas. Si ça n'a pas fonctionné, on abandonne et puis au prochain sprint rétro, on va se trouver d'autres actions pour améliorer ça. Le diagramme de flux cumulé, enfin voilà, il y a pas mal d'indicateurs à mettre en place et là-dessus, le choix est complètement libre. Il faut juste que ça réponde aux besoins de l'équipe Scrum et également que ça soit compris de la direction parce que forcément, ils vont nous le demander. Des indicateurs de qualité, parce que, alors ça, j'en ai pas parlé, mais chaque incrément doit être d'une qualité irréprochable et c'est un travers qu'on rencontre super souvent sur les projets Scrum. C'est que c'est la qualité qui est rognée pour pouvoir boucler le périmètre fonctionnel. Ça, c'est qu'il y a un problème dans l'application du framework. Normalement, quand on sent qu'on ne va pas pouvoir boucler l'incrément, il faut tout de suite en discuter ensemble. Et avec le product owner, il y a probablement des choses qu'on peut retirer dans le périmètre de l'incrément et qui ne mettent pas en danger le but du sprint. Et ça, c'est hyper important. C'est un truc qu'on fait quasiment au quotidien, de regarder si on va y arriver. Si on va pas y arriver, on discute avec le PO pour modifier le scope du moment que le but du sprint est atteint. On peut aménager ce qu'on veut à l'intérieur du sprint en termes de tâches. Et c'est très important. Donc, du coup, la qualité doit être à 100%. La qualité, les tests unitaires, les tests de non-régression, tous les tests possibles. Si les tests ne sont pas bons, alors l'incrément n'est pas terminé et le sprint est annulé. Et ça, on veut pas. Sprint annulé, c'est mal. Non, c'est pas mal un sprint annulé. Alors oui, ça c'est un mythe. Non, c'est pas mal un sprint annulé. Un sprint annulé, c'est juste un sprint où on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on avait, à atteindre le but du sprint avec la qualité requise, la definition of done. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas livrer quelque chose en production.
On garde, ce qui est ce qui est bien. Ce qu'on n'a pas eu le temps de faire correctement avec la qualité, on le remet dans le backlog et on repart sur un nouveau sprint. Et c'est pas une catastrophe en soi, hein. Ça veut pas dire qu'on n'a rien fait pendant un mois, hein. Voilà. Ok les amis, bah écoutez, on arrive gentiment sur la fin de ce 13-30. Hop, sur Scrum et le fait que le cadre de travail était ouvert. Et donc ça, c'est plutôt intéressant pour ce qu'on a évoqué de la semaine prochaine. On va parler d'un truc qui est totalement différent puisqu'on va parler internationalisation avec ASP.NET Core. Et ce sera avec encore un nouvel intervenant puisque ce sera Christian Ebong qui n'était pas encore passé dans le 1330. Merci Stéphane, c'était bien cool parce que tu sais que moi j'aime bien Scrum, donc c'était cool de voir ça avec toi. Ouais, merci à toi, merci à vous. Allez, à bientôt à la semaine prochaine les amis, salut! Au revoir.